Voilà, il est temps pour moi d'annoncer la troisième et dernière partie de cette matinée, une partie qui doit nous permettre d'une certaine manière de relire quelques-uns des enseignements de ce congrès sous un angle éthique. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir une chercheuse titulaire d'un doctorat en neurosciences génétiques et biologie structurale et qui est aussi engagée dans la rédaction d'une deuxième thèse en éthique à l'Université de Paris-Saclay. Ces travaux l'ont amené également à s'intéresser de très près à l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Laure Tabouy. Bonjour Laure Tabouy. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour approfondir l'aspect éthique qui sous-tend nombre des débats que l'on a eus depuis hier. Mais tout d'abord, peut-être cette question qui me paraît essentielle. Pourquoi l'éthique est-elle indispensable quand on parle d'intelligence tout court, sans entrer nécessairement tout de suite dans l'intelligence artificielle ? Alors, je vais répondre un peu plus largement pourquoi l'éthique est importante dans notre vie quotidienne et pourquoi l'éthique est important en général. L'éthique vient dans l'Antiquité, c'est l'histoire de la philosophie, avec Socrate, Platon, Aristote en particulier, mais pas que. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'éthique va nous permettre de faire un pas de côté. Sophie Martinez vous disait tout à l'heure un pas de côté. C'est l'éthique, c'est ça. C'est un pas de côté, mais aussi une prise de recul. C'est prendre de la hauteur, c'est ça. Prendre de la hauteur, nous permettre de joindre plusieurs points de vue, des points de vue qui peuvent s'opposer de prime abord et qui va nous permettre d'écouter et d'intégrer aussi les points de vue des uns et des autres avec lesquels on n'est pas forcément d'accord au préalable et de prendre en compte tout ça à la recherche d'un consensus. Alors moi, ma définition de l'éthique est plus avec une empreinte d'un grand monsieur, d'un philosophe qui est d'ici, qui est de Rennes, en tout cas qui a fait sa carrière à Rennes, qui est Paul Ricoeur, mais je vais plutôt avoir cette sagesse pratique dans la tête, où c'est plutôt en vue du bien d'agir. Et justement, est-ce que finalement l'éthique, elle n'est pas là pour nous aider à faire la distinction entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable ? Exactement, c'est ce qui est possible, ce qui est souhaitable, c'est la différence entre la morale et l'éthique. Très souvent, à l'heure actuelle, dans notre société, on ne fait pas la distinction, en général, entre morale et éthique. La morale va être... c'est le même mot, la même étymologie, ça veut dire les mœurs. L'un va revenir du latin, l'autre, éthique, va arriver du grec, ethos. Et l'éthique, c'est vraiment une prise de hauteur en vue du bien d'agir. La morale va en vue de figer vers la loi, donc va être figée par la loi. Voilà. Et l'éthique et la morale sont deux mots de discipline. C'est pas des disciplines en soi, mais enfin, l'éthique si aujourd'hui, mais vont discuter l'une et l'autre entre elles. Et la morale va figer en vue de la loi. Et quand il va y avoir une tension, ça va créer des tensions et on va devoir relâcher les choses. Et l'éthique va nous permettre justement un moment réflexif. C'est un pivot réflexif pour moi. À la fois individuel, parce qu'on peut avoir une éthique individuelle, mais également l'éthique peut-être le terrain d'expression d'une intelligence collective. Exactement, on va c'est rechercher les deux. une forme de consensus, on le voit sur la fin de vie, enfin c'est difficile d'en trouver un, mais de consensus, mais voilà, ça, on a de grands thèmes aujourd'hui. Si on revient à la question de l'intelligence, Franck Ramu nous disait hier, l'intelligence, c'est mesurable. Et donc, quand on dit que c'est mesurable, il y a la tentation d'introduire une hiérarchie. Est-ce que, finalement, quand on aborde cette question de l'intelligence, on ne marche pas un peu sur des œufs? Est-ce qu'on n'avance pas en terrain miné?
Alors, il y a plusieurs manières de... On a entendu beaucoup de points de vue hier et aujourd'hui. Ce matin, on a entendu un point de vue de quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle, qui a les mains dans le cambouis, si je peux dire. En neurosciences, c'est vrai que l'intelligence, effectivement, peut être à un moment donné mesurable par les connexions synaptiques, par la manière dont en IRM, en scanner, on va voir comment est-ce que quelle zone va être activée ou pas. Justement, Franck Ramu, bon, on n'est pas tout à fait partisan des neurosciences. Qu'est-ce qu'on voit sur une IRM? Est-ce qu'on est capable de voir que telle personne serait peut-être un peu plus intelligente que... Si la zone qui s'anime est un peu plus grande, ça nous dit quelque chose de l'intelligence de la personne? Alors, on en est un peu revenu de la taille du cerveau par rapport à de la taille du cerveau et de l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'un cerveau est plus gros qu'il est intelligent. C'est des chercheurs à Lyon qui sont extrêmement intéressants, qui travaillent sur quelque chose d'extrêmement intéressant, qui travaillent sur la manière dont la connectivité se fait entre les neurones et la vitesse de la connectivité et la vitesse de connexion synaptique. Et il s'avère que ce qu'on appelle, alors je ne suis pas très partisane de TQI en général, mais ce qu'on appelle les personnes qui vont avoir ou qui semblent avoir une intelligence un peu plus importante ont une vitesse de connexion plus importante. Voilà. Il y a les cerfs-volants et puis il y a les autres. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a une vitesse de compréhension, une vitesse d'appréhension du monde qui va peut-être un peu plus vite chez certains par la connexion synaptique qui va un peu plus vite. Ouais. Alors, l'appréhension du monde. On a vu hier avec Nathanael Wallenhorst que, selon lui, la situation d'urgence climatique et environnementale devait, c'est son postulat, nous conduire plus que jamais à prioriser de façon quasi radicale l'usage que l'on fait de notre intelligence, qu'elle soit individuelle ou collective. Est-ce que vous êtes sensible à ces propos ? Alors moi, je suis sensible à la cause climatique. Je ne suis pas militante. C'est aussi ma position d'éthicienne qui fait que je n'ai pas de militantisme dans la peau. Je suis quelqu'un qui, justement, va prendre de la hauteur et qui va chercher à intégrer les différents points de vue. Donc, vous ne me verrez pas avec une pancarte bras-le-corps. Enfin, voilà, ça, c'est pas mon truc. En revanche... ce qui peut être très intéressant, et ce que disait Nathanaël hier aussi, et ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir à quel point chacun peut aussi prendre cette cause climatique personnelle, chercher un collectif, chercher une voie collective, mais en fonction aussi de ce qui nous paraît important. On peut être opposé avec, on peut ne pas être d'accord avec la personne qui est en face. Rien de grave, c'est pas grave, et c'est justement très intéressant de ne pas forcément être d'accord avec la personne qu'on a en face. Ça nous permet aussi un dialogue. Et le dialogue éthique, le dialogue permet de la mise en lumière de dilemmes éthiques, donc de points où l'on n'est pas d'accord, et la mise en lumière de dilemmes éthiques, lorsqu'elle est approchée avec du respect, de la bienveillance, avec une mise une mise en dialogue où on permet aussi aux uns et aux autres de pouvoir se positionner tout en sachant que la personne qui est en face de nous, les personnes qui sont en face de nous, nous respectent dans notre différence et sont bienveillants. On arrivera à un moment donné avec cette intelligence collective. Mais il faut de l'individuel et du collectif. Mais est-ce que vous, à titre personnel, à titre de chercheuse, vous vous dites... Aujourd'hui, il est un dilemme éthique essentiel dans notre monde et qui consiste à articuler l'intelligence. On voit qu'on est capable, notamment en se reposant sur la machine, de faire des choses totalement extraordinaires. Donc d'articuler cette intelligence avec l'urgence climatique, Alors, de se donner les moyens d'aller chercher de ce côté-là,
quitte peut-être à utiliser ChatGPT qui, si j'ai bien compris, utilise 70%, 70 fois plus d'énergie pour une requête que Google. Voilà, C'est assez effrayant. Vous venez de mettre le point là-dessus. On a besoin de réfléchir vraiment sur la manière dont on gère les choses au niveau technologique, parce que c'est pas très élégant ce que je vais dire, mais c'est un bouffeur d'énergie. Et les serveurs, les data centers, il y a une guerre sous-marine actuellement hein, avec les différentes manières. Google a déjà mis, ou Microsoft a déjà mis leurs serveurs sous l'eau. Il y a vraiment une situation climatique alarmante et en même temps, on est sur une course effrénée technologique qu'on a du mal. Alors, on ne peut pas freiner actuellement les choses. On est sur un train, moi je dis même un train en ultra grande vitesse actuellement, ce qui est vertigineux pour le coup. On a du mal à cerner à quelle vitesse on va. En revanche, la situation climatique va de pair avec notre manière de gérer la technologie actuellement, de gérer cette vitesse. Est-ce que l'éthique s'accommode d'une forme d'ultra-vitesse qui est celle de notre société et qui est celle du défi climatique? C'est très compliqué parce que l'éthique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un pivot réflexif qui prend racine dans la philosophie, dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la médecine. Ça rentre par le médical parce que c'est toute la médecine qui est actuellement complètement bouleversée, révolutionnée par l'arrivée de ces technologies. Et ça rentre par là. C'est la raison pour laquelle il y a la loi bioéthique et que on légifère actuellement en France par ce biais-là, qui ouvre d'autres lois actuellement en cours de rédaction et de réflexion. Mais il y a cette l'éthique va en prenant racine dans la philosophie, dans la sociologie, dans l'anthropologie, dans la réflexion, invite au freinage. Et en même temps, on se doit d'accélérer quand même notre réflexion parce que si on va trop lentement, on nous dit mais Tipper, en fait, vous êtes has-been, hein, enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous racontez ? On est déjà, voilà, on n'est plus à l'ère des dinosaures. Avançons. Et ils ont raison. Alors, l'éthique, c'est souvent associé à des garde-fous. C'est associé à des garde-fous, c'est justement associé à des garde-fous. Ouais. C'est justement ou injustement Non, je pense que c'est justement associé. L'éthique du numérique actuellement qui se dessine. Alors, l'éthique du numérique, on entend l'intelligence artificielle. Alexandre l'a bien dit ce matin, l'intelligence artificielle, c'est un large spectre. On a le machine learning, le deep learning, le ChatGPT, c'est dans le deep learning. On est sur l'intelligence, c'est vaste. Vous l'avez compris, j'espère ce matin. C'est ancré dans l'histoire. Hein, le mot même d'intelligence artificielle est né en 56, le réseau neuron en 43. Donc c'est ancré dans l'histoire, mais il y a cette nécessité aussi de faire comprendre que on a vraiment besoin de réfléchir en collectif et en individuel. Et vous avez évoqué l'éthique ou la bioéthique qui était née dans le domaine de la médecine, enfin oui. À partir du domaine de la médecine. C'est un secteur dans lequel on pratique souvent la conférence de consensus. On met les plus grands chercheurs, les plus grands spécialistes dans une salle et puis on n'en sort pas tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, plus ou moins. C'est pas comme ça que ça se j'exagère un petit peu, mais est-ce qu'aujourd'hui on est capable de réunir les acteurs de l'intelligence artificielle et d'essayer de se mettre d'accord sur des garde-fous un peu communs? On parlait tout à l'heure de machines à qui on interdirait de prendre le contrôle d'armes de guerre. Alors, est-ce que tous les pays sont sur cette ligne-là? Alors, il y a plusieurs questions dans une. Il y a plusieurs questions. Alors, est-ce qu'on est capable de réunir les acteurs de l'IA et de travailler ensemble en vue d'un possible consensus? Alors, l'IA, c'est elle-même une convergence entre les neurosciences, l'informatique et le numérique. C'est l'histoire même de cette convergence qui a donné lieu dans les années 40-50
à l'intelligence artificielle. Alan Turing, dans son papier de 1950, il pose la question, est-ce qu'une machine peut penser? Donc c'est textuellement comme ça. Donc c'est de prime abord, c'est déjà l'histoire d'une convergence. Donc on va monter des garde-fous, on va réfléchir à des garde-fous en mettant autour de la table des personnes de l'IA, de l'informatique, des ingés, des chercheurs en neurosciences, des sociologues, des éthiciens, des philosophes. En fait, ça va être de l'interdisciplinarité à la base. Et effectivement, l'histoire des garde-fous, alors il y a l'éthique du numérique qu'on entend beaucoup actuellement, puis il y a l'éthique des neurosciences que vous entendez moins, mais qui est sous-jacente, qui arrive à plein régime actuellement. Et puis il y a l'histoire entremêlée entre l'éthique et le droit. Il y a le droit du cerveau qui arrive, le neurodroit au niveau international, parce qu'en fait l'histoire de l'intelligence artificielle s'entremêle avec les neurosciences. Et actuellement, on est en train d'entremêler l'éthique des neurosciences et de mettre des garde-fous convergents. Justement, enfin, vous allez me dire si je me trompe, mais globalement, aujourd'hui, l'IA, elle est à l'extérieur de notre corps. Or, il y en a qui se disent on pourrait rendre, par exemple, les élèves plus intelligents en implantant des puces dans leur cerveau, etc. Est-ce qu'on va vers un transhumanisme et une intelligence artificielle qui serait embedded, comme disent les Anglais, intégrée, embarquée dans notre corps? Alors, c'est déjà le cas en médecine. Pour les neurotechnologies, ce qu'on appelle les ouais. interfaces cerveau-machine, les BCI, des interfaces cerveau-machine, qui sont des technologies déjà réellement existantes. Ça fait 30 ans qu'au CEA de Clinatech, enfin que le Clinatech à Grenoble a créé une interface cerveau-machine pour ceux qui ne peuvent plus marcher, les paraplégiques, les parkinsoniens, les dépressifs, l'autisme, la bipolarité. Ce sont déjà des maladies, des pathologies, des syndromes qui sont déjà avec ces techs aujourd'hui et qui marchent. Parkinson, c'est quand même très impressionnant. L'exosquelette, vous avez peut-être entendu parler il n'y a pas si longtemps. Clinatech a encore fait parler de lui. Donc les interfaces en machine existent déjà en médecine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un usage médical pour pallier une déficience. Mais est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement qu'en l'espace de quelques années, voire de décennies, ce type de dispositif puisse se diffuser très largement hors du champ médical, avec potentiellement une volonté de contrôle quand on est dans un état Alors moi, je ne dirais pas des décennies, je serais un peu plus... Pardonnez-moi, un peu plus alarmiste oui, au niveau... je voulais être un peu positif. Voilà, 5-6 ans, max 10 ans, à mon avis. Vu l'allure que ça va, on arrive actuellement. La dualité entre l'usage médical et non médical est vraiment le centre, en fait. Parce que l'usage médical est borné, ce sont des dispositifs médicaux, c'est très 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 borné, on ne fait pas n'importe quoi en médecine et on l'a dit justement tout à l'heure, l'éthique vient de l'histoire médicale. L'éthique moderne, telle qu'on la voit aujourd'hui, la bioéthique moderne, elle prend naissance avec le procès de Nuremberg, en 47-48, donc avec le code de Nuremberg, la déclaration de Helsinki, qui sont des déclarations juridiques aujourd'hui, qui font foi et qui bornent absolument depuis sous 80 ans l'éthique moderne. Donc il y a le médical est très borné, ce qui pose vraiment question. Quand on entend Elon Musk nous parler de ses Neuralink et de ses puces, il nous sort un argumentaire très ambigu. On est dans le médical, il veut soigner, c'est génial, c'est trop bien. Et quand on regarde en filigrane, on se dit, mais en fait, ça glisse. On va vers un homme c'est là augmenté. Voilà. Et lorsque ça glisse vers le non médical, c'est là où les questions éthiques et juridiques sont très importantes parce que c'est peu borné.
Et alors, dans un texte que vous nous avez adressé et qui est publié dans la brochure du Congrès, vous avancez ceci. Le développement de l'IA et des innovations technologiques et numériques et leur convergence avec les neurosciences appellent à une vigilance éthique face au risque d'atteinte à l'intégrité psychique et d'entrave à la liberté de penser. Est-ce que vous pourriez nous... Difficile comme phrase. Oui, bah, je sais bien, c'est l'objet de 15 thèses, c'est peut-être... c'est l'objet de ma thèse, en fait. C'est l'objet de votre thèse, voilà, exactement. Vous allez nous faire votre thèse résumée en 180 secondes, selon un exercice maintenant je la prépare. Éprouvé. La thèse en 180 secondes. Oui, c'est un peu ça, d'ailleurs. En fait, ce sont des mots philosophiques assez intéressants parce que ce sont des nouveaux mots. La liberté de penser, alors la liberté de penser, c'est pas un nouveau mot, mais l'intégrité mentale est rentrée par la recommandation de l'OCDE de 2019. En fait, actuellement, c'est là où c'est très intéressant, le droit et l'éthique travaillent de concert et rentrent au niveau international tout de suite. L'OCDE et l'UNESCO ont déjà émis des recommandations depuis 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. En fait, c'est vraiment maintenant que ça se joue, actuellement 2024. Et la France est le premier pays au monde à avoir créé une charte, ce qu'on appelle une charte des neurotechnologies responsables. Donc des interfaces cerveau-machine qui utilisent l'intelligence artificielle et les algorithmes pour traiter l'information. Donc les convergences des deux. Et elle a été inaugurée en novembre 2022 par le gouvernement. Et c'est dès là d'où viennent mes propos, parce que effectivement, on a une intrusion de plus en plus réelle dans le cerveau des gens. Et le cerveau, c'est quand même l'organe le plus protégé du corps humain, par sa boîte crânienne, les méninges, et par la barrière hémato-encéphalique. Donc en fait, rien ne passe, rien ne sort du cerveau que si en fait, ça passe dans le cerveau que si il y a un signal d'autorisation. Et alors justement, si on essaie d'être concret, très concret, qu'est-ce qui vient aujourd'hui entraver, qu'est-ce qui est susceptible d'entraver la liberté de penser ? Par l'intrusion, par le biais de ces technologies, on peut avoir certaines régions cérébrales qui peuvent être, ou certaines connexions synaptiques qui peuvent être modulées, influencées, qui peuvent avoir une certaine autre manière de fonctionner. Et lorsque c'est sur des cerveaux d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, parce que le cerveau continue à mûrir, jusqu'à 25 ans à peu près. Donc là, le cerveau adulte, on l'a à 25 ans à peu près. Donc c'est un cerveau de jeune adulte est influençable par le fait que le cerveau continue à grandir, que notre personnalité s'installe à ce moment-là, et c'est ça qui est influençable. Et l'influence peut être par le biais d'interactions entre une technologie et la manière dont le cerveau se forme, se module, voilà. Il y a comment est-ce que les connexions synaptiques s'installent entre elles et ou ne s'installent pas, simplement. Et donc là, il y a un danger, et le warning, il est que dans certains pays, en particulier la Chine, qui n'a pas la même éthique. Ils ont une éthique, mais qui n'est pas la nôtre. On a des technologies qui commencent à arriver dans les classes. Vous imaginez, vous, avec vos adolescents, avec des casques sur leur tête, et qui, par le biais on veut tester, on veut gérer la vigilance des élèves, la concentration des élèves. Je crois qu'il y a des caméras aussi équipées, reliées à de l'intelligence artificielle, qui est capable de voir qui suit ou qui ne suit pas le congrès ici, par exemple. Il faudrait y penser pour l'année prochaine. Mais le danger, c'est l'influence sur le cerveau des enfants, le libre arbitre, la manière dont la personnalité se construit. Il peut y avoir une manipulation à grande échelle. C'est difficile à...
on voit, bon, l'intelligence artificielle, c'est une question éthique, mais c'est aussi une histoire de gros sous. Et Alexandre Geffen le disait ce matin, en fait, il ne faut pas mettre trop d'entraves aux entreprises européennes qui essaient de rivaliser avec les géants américains ou chinois. Est-ce que finalement, le rythme, la vitesse, le cadre ne sera pas donné par ceux qui seront les plus désinhibés et qu'on sera tous obligés de suivre dans l'espoir peut-être d'arriver à leur cheville? Je pense que c'est un vrai risque pour le coup aujourd'hui. En vous entendant sur cette question, j'ai un flash sur Vivatech de cette année, fin de 2023. L'ouverture de Vivatech s'est faite avec une table ronde où il y avait la responsable sciences humanités de l'UNESCO qui est à Paris, Gabriela, et en face d'elle, elle avait des startups neurotech, interface aux machines, intelligence artificielle, plutôt californiens ou d'autres pays, ou même français, et elle a été démontée. La pauvre, elle a été démontée par les start-upers. Et elle a essayé de gérer les choses, mais on voyait bien qu'effectivement, la question de l'éthique et du juridique est compliquée à entendre pour beaucoup. Et qu'effectivement, moi, j'ai plutôt cette image d'un train en ultra grande vitesse et qu'on est actuellement obligé de monter dans ce train-là et de gérer la vitesse avec les uns et les autres, et de voir comment on va gérer cette vitesse-là tout en instaurant une réflexion derrière aussi. Mais il y a aussi peut-être une révolution en philosophie et en éthique à prendre en compte. Quand j'entends certains philosophes parler, je me dis, oh là là, mais il faut... même moi, dans mon équipe de recherche, on a cette différence de point de vue où on se dit, mais il faut qu'on accélère, en fait, là. Il faut qu'on y aille. Et c'est un enjeu, un vrai enjeu. Alors, on vit une époque formidable, peut-être glaçante par certains côtés. Ce matin, Alexandre Geffen a évoqué le terme rupture anthropologique. Est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on est éthicienne comme vous, on n'est pas amené à réfléchir à une redéfinition de la condition humaine? Eh bien si. En tout cas, il y a c'est aussi l'histoire de notre humanité. On a eu plusieurs révolutions. Hein. L'arrivée, si on voit l'arrivée de l'imprimerie avec Gutenberg, ça a révolutionné aussi l'accessibilité du savoir au grand public. La révolution industrielle a bouleversé, en fin 19e siècle, 20e siècle, a bouleversé l'ensemble des sociétés. À ceci près que la révolution numérique que l'on est en train de vivre aujourd'hui est d'une vitesse vertigineuse qui n'était pas celle de la révolution industrielle qu'on avait au fin 19e siècle. En revanche, effectivement, on est sur une rupture. Alors, je ne suis pas anthropologue, donc je vais laisser mes confrères et consoeurs anthropologues parler plus de rupture anthropologique, mais je suis d'accord avec ça. Effectivement, il y a une rupture, c'est pas une rupture nette, mais il faut qu'on réfléchisse à la manière dont ce qu'on fabrique avec l'humanité. Et cette rupture, comment est-ce que vous la définiriez ? En fait, ce matin, on a vu un peu Terminator ou d'autres films. Alors, il y en a d'autres, 1984, Le meilleur des mondes, etc. Mais qui ne sont pas forcément des films, ce sont plutôt des livres. Mais on voit que on a besoin de réfléchir sur qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que l'on met derrière ça. Parce que l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle met en exergue, mais vraiment en avant, nous pose nous la question à l'être humain, mais qu'est-ce qu'est pour vous l'intelligence humaine ? L'intelligence humaine, est-ce que c'est le moyen de raisonner, de discerner, l'adaptabilité, la manière dont on va réagir, dont on va voilà, c'est l'humanité aussi c'est l'histoire de l'humanité de s'adapter. Mais du coup, qu'est-ce que l'être humain ? Qu'est-ce qui va rester de purement humain, en fait ? Voilà. Et mais puis, ça, c'est la question, mais la réponse. Qu'est-ce que vous, de votre point de vue de scientifique, quand vous voyez l'évolution et la rapidité, la diffusion de l'intelligence artificielle dans une infinité de domaines, qu'est-ce qui reste de purement humain ? Par exemple, on a tendance à dire que... Alors, avant, on parlait de la créativité.
Ça se questionne maintenant. On parle souvent de l'émotion. Est-ce que l'émotion va rester humaine? Jusqu'à présent, elle reste humaine. À l'heure actuelle, au moment même, à cet instant T, la technologie d'aujourd'hui, oui, nous permet de dire qu'on reste être humain. En revanche, on a une nécessité, une urgence à se questionner sur la définition que l'on souhaite aussi de l'être humain futur. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre humanité? C'est vertigineux, hein. C'est à l'homme de définir ce que l'homme doit être. Oui, Oui. et en même temps, c'est empreinte des cultures, des religions, des croyances, des différentes manières de voir entre pays. On n'a pas la même définition de l'humanité ou de l'être humain entre les pays, donc on a une nécessité. Et puis on n'a pas la même définition de l'éthique aussi entre les pays, donc on a une nécessité aussi de s'écouter les uns les autres. J'étais à l'UNESCO le 13 juillet dernier. Journée d'études entre experts du mondial. On était 300 experts mondiaux à travailler sur les interfaces aux machines et le neurodroit, le droit du cerveau et le droit et l'éthique du cerveau, et entremêlé de l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un tout. Et on a bien vu qu'à l'international, nous qui travaillons déjà à l'international, on n'a pas la même définition. Quand on a une table ronde avec un Chinois, un Japonais, un Coréen et un Américain, avec un Français et un Indien, on se dit, et un Africain, on se dit waouh, on a effectivement les questions sont vertigineuses, mais nécessitent aussi d'écouter de s'écouter les uns aux autres. Donc il y a l'histoire aussi derrière. Et là, je vais plutôt prendre une carte un peu particulière que je ne prends jamais en congrès scientifique en général. Mais moi, je suis scientifique et chrétienne. Donc il y a aussi la foi derrière. Et donc il y a une nécessité aussi de se questionner, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'on fait. Il y a la Google Church c'est assez intéressant. À Noël, on a vu plein de prières sur l'intelligence artificielle. C'est assez vertigineux. Et en même temps, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Parce que est-ce qu'on crée un Dieu? Est-ce qu'on a... Justement, ce qui est intéressant... La spiritualité derrière est très importante. Ce qui était frappant, notamment dans l'intervention d'Alexandre Geffen ce matin, c'est quand il a dit bon, il y a une recherche de toute puissance, on va quasiment défier Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est en train de devenir l'objet, la religion de certains? Ça peut l'être, effectivement, chez certains, effectivement, et ça peut devenir une religion. Il y a derrière toutes ces questions-là, quand on entend certains, moi je suis toujours très interpellée quand j'entends par exemple Elon Musk nous parler de son souhait. Alors il fait partie d'un courant philosophique qui s'appelle long-termiste. Donc c'est pas un transhumaniste, mais un long-termiste. Il voit à 2100, 2150. Donc c'est pour ça qu'il nous parle de Mars aussi, il fait un rétro-pédalage ensuite, mais c'est très intéressant ce qu'il raconte parce qu'on voit derrière toutes ces techs, quelque part, toute cette recherche de spiritualité, il y a une peur de la mort, une envie aussi de faire reculer l'immortalité. Quand on entend certains nous dire mais on veut télécharger l'esprit dans une machine ou l'esprit dans... Il y a une dualité, il y a vraiment ce questionnement de spiritualité, un questionnement de toute puissance, certes, mais aussi de trouille de la mort, de trouille de ne plus exister. Donc oui, ces questions de transcendance, elles sont... je pense que c'est le point le plus vertigineux. Est-ce que finalement, on pourrait dire que la personne qui est intelligente, c'est celle qui interagit intelligemment avec la machine? Est-ce que l'intelligence de demain, ce sera ça? Pour faire quoi derrière? Il y a aussi la finalité. Il y a le comment on interagit, mais il y a aussi la raison pour laquelle on interagit avec la machine. Si c'est pour quelque chose de pas très, qui ne fait pas avancer ni soi-même, ni le collectif, ni l'humanité, c'est un peu difficile de dire que ça va être intelligent. Je suis pas sûre que la définition même de l'intelligence s'axera là-dessus,
Il y a déjà il y a la nécessité, c'est un peu compliqué actuellement, on met derrière nos mots, enfin, on a une difficulté de définir avec une seule même définition l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et puis il y a aussi un biais de traduction. Quand on dit intelligence artificielle en français, on a l'impression que c'est une capacité de raisonnement. Nous, on met ça en capacité de raisonnement. Intelligence, en anglais, c'est renseignement. Et donc, il y a, quand la CIA ou le FBI, avec leur mot intelligence, c'est vraiment le mot renseignement. Donc, on n'a pas la même manière d'appréhender cette intelligence, ce mot intelligence. Oui. Et donc, il y a aussi une nécessité, au préalable, avant même de répondre à votre question, de voir ce que l'on met derrière le mot intelligence. Dans une des vidéos qu'on a vues, je crois hier, ou ce matin, il y a une jeune fille qui disait finalement, on risque de ne plus apprendre par soi-même. Tout sera pré-mâché. Alors, et on va perdre finalement ce qui fait aussi la saveur de la vie et puis ce qui fait notre condition humaine. On fait des erreurs et on progresse par tâtonnement, etc. Et on se construit comme ça. C'est, à mon avis, un des moments charniers où on est en train de se poser la question justement de qu'est-ce que l'être humain et l'humanité et comment on va la préserver. Vous avez fait un terrible lapsus, le moment charnier. C'est aussi dramatique que ça. Quand une éthicienne parle de moments charniers, on peut... positif et négatif, les moments charniers. Mais il y a les deux. En fait, c'est les deux. Mais c'est se poser la question de la manière dont on utilise aussi toutes ces technologies-là et comment. Alors, ce qui est vrai, moi, j'ai des étudiants. J'enseigne. Je suis chargée d'enseignement à la Cato de Paris en éthique et en éthique. En licence et en master, et j'avais devant moi, pas plus tard qu'il y a 3 semaines de ça, 300 licences qui avaient des ordinateurs partout. Je leur ai dit, maintenant que vous allez fermer votre ordinateur, vous prenez papier crayon, parce que j'en ai ras-le-bol de vous voir avec des ordinateurs. Et il y en a un qui me sort, ah non mais madame, vous êtes has-been, c'est plus le moment, le papier crayon. Je lui dis, attendez, cher ami, papier crayon, parce que si vous ne vous faites pas attention à la manière dont vous écrivez, à vous s'entraîner à l'écriture, eh ben, vos cerveaux vont perdre cette capacité à avoir. Et effectivement, c'est là où pour moi est le moment charnier, parce que on est en train d'adapter notre cerveau à cette capacité de pouvoir l'accessibilité différente. Alors, on risque de désapprendre un certain nombre. On risque de désapprendre certaines choses et le cerveau qui évolue, c'est l'histoire de l'évolution. Hein. On a vu un paléontologue hier. C'est vraiment cette histoire de l'évolution en elle-même qui est l'histoire de l'évolution du cerveau aussi. L'apprentissage du feu, l'apprentissage de la chasse a fait évoluer le cerveau. Et c'est ça aussi, le numérique fait évoluer notre cerveau. En revanche, on peut s'interroger sur la manière dont on veut faire évoluer notre cerveau. Est-ce que ça laisse libère de la place, de l'attention pour d'autres tâches, d'autres compétences cognitives, ou est-ce que finalement, le fait de déléguer à la machine, ça risque pas de nous rendre moins intelligents? Alors, c'est une vraie question pour le coup, parce que je ne saurais pas trop répondre à cette question, parce qu'on a l'impression que ça peut aussi ouvrir à d'autres capacités. Effectivement, on peut apprendre autre chose, une autre manière. C'est en cela que je rejoins Alexandre qui a dit ce matin, attention à ne pas être technophobe non plus, ou à ne plus vouloir de la technologie, ou à vouloir freiner des cas de fer, parce qu'il faut trouver un juste milieu entre la manière dont on appréhende aussi cette technologie et cette technique et l'appréhender aussi dans notre vie quotidienne, et puis à en faire un bon usage. Je pense que c'est le moment justement un peu privilégié que l'on vit aujourd'hui, qui est très intéressant. Alors pour l'école, puisque nous sommes en présence de chefs d'établissement, pour l'école, est-ce que ça signifie qu'on doit se réinterroger sur les savoirs fondamentaux? Alors, savoir et compétences fondamentales, qu'est-ce qui reste fondamental?
si on a des outils de plus en plus développés qui peuvent effectuer avantageusement de nombreuses tâches, quel est le rôle de l'école? Comment ça s'articule? Quel équilibre on trouve? Ce qui est, à mon avis, extrêmement fondamental à garder réellement, c'est de faire prendre conscience aux élèves qu'on est inscrit dans une histoire. Moi, je suis très frappée aujourd'hui quand je rencontre des jeunes de lycée, de collège ou même des étudiants qui me disent ah mais GPT c'est super, c'est vraiment voilà c'est vraiment le début de tout. Je dis oui non et on l'a eu ce matin avec ce que nous a présenté Alexandre. C'est intégré dans une histoire. Et c'est très important de faire prendre conscience aux étudiants, aux jeunes, que ça fait partie de l'histoire et qu'on est inscrit dans une histoire. Et ça, et que c'est déjà une première convergence, la machine à calculer, l'automate, c'est une première convergence entre la volonté de vouloir se dissocier du calcul mental vers une machine, c'est l'histoire de la machine à calculer, de la Pascaline. Ça, c'est une première convergence entre la technologie et les neurosciences, quelque part. Et puis, la convergence entre les neurosciences, l'informatique et le numérique qui a donné lieu à l'intelligence artificielle. Mais quelque part, il y a une nécessité de leur faire prendre conscience qu'on est inscrit dans une histoire. Et donc, pas oublier le calcul mental, pas oublier la lecture, leur faire prendre conscience que la machine n'est pas le temps zéro, en fait. Avec peut-être quand même la difficulté de motiver les élèves, de leur avec expliquer la nécessité que quand même de leur c'est très apprendre, important d'apprendre l'anglais ou de savoir faire un résumé de divers documents, alors que la machine peut le faire tellement mieux et beaucoup plus vite. J'étais très interpellée par un élève qui un jour m'a dit mais moi je ne lis même plus les livres que l'on nous propose à l'école. Je demande à GPT de me faire un résumé. Et là, en fait, cette phrase m'a un peu alarmée. Je me suis dit, oh là, il y a quand même une nécessité de faire prendre conscience aux jeunes qu'il faut quand même se bousculer un peu, lire un livre, et que si les jeunes ne lisent plus, je pense que là, pour le coup, c'est un peu... C'est le moment charnier négatif. Là. On va quand même tenter le coup. Je suis sûr que voilà, vous avez eu le temps de mûrir vos questions, monsieur. Bonjour, je suis directeur de lycée général à Bayonne. On se pose souvent la question, et notamment quand on parle du contrôle continu et du bac, de la question de la triche, du plagiat. Est-ce qu'apprendre par cœur le plan de cours ou le plan de dissertation que m'a donné ChatGPT, c'est tricher? Est-ce que d'ailleurs apprendre par cœur le plan de cours que m'a donné mon prof, est-ce que ce serait tricher? Est-ce que d'apprendre par cœur le plan de cours que j'ai trouvé dans mon livre de français, est-ce que c'est tricher? Est-ce qu'écrire un mot que j'ai appris dans le dictionnaire, c'est tricher? Est-ce qu'on va parler d'élèves qui seront dégénérés par l'IA? Et est-ce qu'on va leur enlever toute cette capacité ou est-ce qu'on peut parler, comme on entend certains le dire, d'élèves qui seront augmentés par l'IA? Et dans quel cas, il faudra sans doute qu'on fasse bouger nos lignes de nos exigences et de savoir où est-ce qu'on place la valeur ajoutée. Il faut... alors, augmenter par l'IA, ça nécessite quand même une définition de humain augmenté. Ça nécessite de prendre conscience que on a une interaction avec la machine de façon permanente. Là, en fait, il y a deux questions dans votre question. C'est alors le thème du plagiat est très central aujourd'hui. À l'université, dans le milieu universitaire, je pense que mes confrères et consoeurs chercheurs ici le savent aussi autant bien que moi, on est très à cheval dessus et on va être de plus en plus
en warning, parce qu'effectivement, il y a des droits d'auteur dans la Act qui est en train de voter actuellement. C'est cette semaine, c'est là, aujourd'hui, demain, la Commission européenne. Il y a vraiment un vrai chapitre sur le droit d'auteur et sur le plagiat, parce que c'est problématique. Effectivement, la transparence, la nécessité aussi de faire, d'avoir ses propres mots, là se pose la question. Alors après, peut-être qu'on va être amené à redéfinir certaines choses. Ça va y avoir peut-être une redéfinition de l'œuvre en soi, ou de la manière dont on va utiliser. À mon avis, on va falloir qu'on intègre cette technologie avec l'œuvre en soi, faites continuer à apprendre par cœur les élèves. Enfin, l'apprentissage est le maître mot et l'essence même de faire mûrir un cerveau, en fait. Enfin, c'est comme ça que le cerveau prend toute sa dimension à l'âge adulte. C'est l'apprentissage. En fait, on apprend, on oublie, on apprend, on oublie, on renforce nos connexions synaptiques. Et c'est comme ça que ces connexions synaptiques vont se renforcer. Enfin, en fait, l'apprentissage par cœur, il est nécessaire, en revanche. Et ça, il faut que... Peut-être falloir batailler, j'en suis désolée, mais il y a une nécessité pour les étudiants et pour les élèves de continuer à apprendre. Parce que là, pour le coup, on fait perdre quelque chose aux élèves. Et à ce moment-là, effectivement, le cerveau ne construit plus les chemins nécessaires au niveau des connexions synaptiques, au niveau des régions qu'il faut pour pouvoir ensuite raisonner et être adulte. Enfin, je pense. Alors là, on parle d'apprendre par cœur des connaissances que nous aurait fournies ChatGPT. Après, il y a une autre étape qui serait de raisonnement aussi, de voir. Qui serait de demander à la machine de rédiger pour nous la dissertation qui nous a été commandée. Et on voyait ce matin avec Alexandre Geffen que lui-même utilisait pour diverses tâches l'intelligence artificielle dans ses travaux scientifiques. On a vu il y a peu qu'un auteur japonais ou une autrice avait reçu l'équivalent du prix Goncourt pour une œuvre, un roman rédigé en petite partie avec l'intelligence artificielle. La question se pose aussi évidemment dans les sciences. Quand vous avez une revue scientifique, un comité de lecture, comment il s'assure que la place de l'intelligence artificielle n'est pas dominante, comment il s'assure que les droits d'auteur sont respectés. Est-ce qu'il accepterait, par exemple, qu'on ait écrit la moitié de l'article en se reposant sur ChatGPT ? Alors, à l'heure actuelle, dans le milieu des publications scientifiques, non. En revanche, il y a déjà des logiciels. En fait, dans le monde scientifique, dans le monde académique, on est dans le monde de l'université, des chercheurs, que ce soit privé ou public. Il y a déjà des logiciels qui nous permettent qui sont en train d'être mis en place ou renforcés pour pouvoir voir quel est un peu l'état des lieux. Mais c'est vraiment une des grosses questions. Comment est-ce qu'on va voir voir un peu la patte de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre ce qui se passe actuellement dans le monde de la médecine actuellement, qui est la garantie humaine dans le monde de la médecine pour les logiciels médicaux qui traitent les données médicales, qui aident en fait à la décision médicale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une garantie humaine derrière. Donc c'est vraiment la nécessité d'avoir en bout de chaîne un humain qui regarde l'ensemble et qui valide. Je pense que ça peut être intéressant, ça va être intéressant de se poser la question de la garantie humaine en dehors de la médecine. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Oui. Peut-être 2 dernières questions, si elles sont courtes. Bonjour, je dirige un établissement scolaire et dans mon département vont être distribués à nos élèves de l'enseignement catholique des tablettes en 6e. Et ce que vous venez de dire rejoint
une des fractures de mon équipe, mais peut-être dans d'autres équipes. Vous posez les éléments en termes conflictuels. Conflit entre le besoin de l'élève et sa construction intellectuelle et le recours à des objets matériels, l'intelligence artificielle en faisant partie. Est-ce qu'il y a quelque part des travaux d'usage plutôt facile qui permettraient dans nos établissements de pouvoir faire un consensus ou un début de consensus pour que l'on n'ait pas une opposition d'équipe entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, puisqu'il ne s'agit pas d'y croire, mais de savoir si c'est utile et pertinent pour nos enfants. Alors, merci pour votre question. La notion de conflit, elle est positive et négative. On peut être en conflit positif, on peut être en conflit pas en opposition. Mais la notion de conflit amène le dialogue. Et donc en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je les oppose pas. En revanche, je fais un peu un état des lieux et je dis, voilà, la nécessité pour un petit homme, un élève, un ado, pour pouvoir grandir, en tout cas de faire en sorte que son cerveau puisse grandir, son intelligence humaine puisse grandir, donc son cerveau, son lobe frontal, son lobe pariétal, la manière dont il va voir, dont il va parler, dont il va agir en société. On a une nécessité de laisser le cerveau mûrir et évoluer aussi. Et donc là où est votre question et là où le point central, c'est comment intégrer toutes ces techs-là dans cette évolution justement qu'on a une nécessité aussi de garder aussi. C'est un peu peut-être le coffre-fort de l'humain. Tout en ne freinant pas non plus. C'est vraiment une histoire de où est la balance, comment on va gérer, et c'est un peu l'histoire des garde-fous. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des garde-fous. C'est que le but de la manœuvre n'est pas de tout interdire. Le but de la manœuvre, c'est de faire avec ce qui se passe actuellement, tout en disant mais attention, l'humain a besoin de ça aussi. Et donc de trouver cet équilibre. Alors une toute dernière question. Et pour répondre à votre question, oui, il y a déjà des travaux. Il faut que vous regardiez, je ne saurais pas dire comme ça les noms, mais il y a certains travaux de neuroscientifiques, mais je pense qu'Alexandre pourrait aussi vous dire aussi, ou d'autres intervenants. Il y a de plus en plus de travaux en interdisciplinarité qui travaillent sur ces questions-là. Ouais. Une toute dernière question de la salle. Oui, dans la présentation de votre intervention, vous parlez de problématiques de relation du savoir et du savoir-faire. J'aurais aimé vous entendre là-dessus. Et en allant un petit peu plus loin, donc dans nos établissements, on nous demande de travailler les compétences des élèves. Donc une compétence, on nous l'a présentée comme une combinaison d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Est-ce que quand je suis compétent, je suis intelligent? Et en allant encore un petit peu plus loin, on peut peut-être se dire que l'intelligence artificielle, elle va combiner savoir, savoir-faire, mais peut-être pas savoir-être. Pourquoi pas? Alors, le savoir, c'est les connaissances académiques, enfin, c'est les connaissances du livre qu'on apprend. Le savoir-faire, c'est vraiment apprendre des gestes, apprendre savoir-être. C'est comment on est soi-même, notre personnalité. Comment on se tient en société, comment on est par rapport les uns, comment on interagit avec les autres, on interagit avec soi-même aussi, comment on interagit en famille, comment on interagit à l'école, en société. En fait, c'est trois choses qui ont une nécessité, qui vont ensemble en fait pour moi. Après, il y a la notion de compétence, elle se trouve partout. Compétences d'apprentissage, il y a des compétences que vous allez, de par votre savoir académique, avoir. Votre savoir-faire va vous donner d'autres compétences, etc. Mais en fait,
Est-ce que la machine, est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous dire comment nous comporter, nous guider sur le savoir-être? Autrement qu'en nous résumant les règles de politesse en vigueur. Alors c'est là où pour moi c'est un des points un peu éthique, ou rentre l'éthique en tout cas, c'est il va falloir qu'on fasse attention à ce que la machine ne manipule pas et ne soit pas n'influence. C'est vraiment toute la balance, hein, tout l'équilibre que l'on a entre influencer et influençable. Enfin, en fait, c'est et être influencé. Donc il y a tout un équilibre à trouver. Effectivement, peut-être que dans un futur quand vous voyez certaines séries arriver, c'est déjà le cas dans les séries. Effectivement, on va interagir, on va être influencé par les machines, etc. Après, c'est toute la notion d'éthique qu'on peut mettre derrière. C'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment là, pour moi, le moment charnier où on est vraiment en train de se dire, mais voilà, on a peut-être la possibilité de... qu'est-ce qu'on fait? Après, la notion de compétence est en soi-même une vraie conférence, parce que ça va dépendre peut-être l'objet d'une future conférence. Si vous faites apprendre à vos élèves à être charpentier, ça va être des compétences différentes de ce que un chercheur a ou d'un prof a. En fait, la notion de compétence est une notion un peu particulière quand même. Alors, je voudrais juste qu'on conclue sur une question qu'on n'a pas trop abordée depuis le début de ce congrès et qui me paraît quand même essentielle. L'école, elle est là aussi pour préparer des jeunes au monde professionnel avec des compétences, avec des savoir-être. Or, l'IA, si on en croit le FMI, va impacter 60% des emplois dans nos économies développées. Et voilà, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce qui va rester comme métier pour les élèves qui sont dans les établissements aujourd'hui et qui y seront demain. Pour moi, c'est un peu la même question que ce que certains se sont posés en fin 19e siècle, quand la révolution industrielle est arrivée. Il a bouleversé la société, à l'arrivée du train, l'arrivée d'autres choses comme ça. On fait évoluer les métiers, nos métiers évoluent. Après, effectivement, certains métiers vont sûrement, peut-être, disparaître, mais la plupart vont évoluer. Et donc, il y a aussi à faire prendre conscience aux jeunes que c'est pas la peine de s'apeurer ou de se crisper. Il y a aussi une nécessité de faire évoluer les réflexions en disant ok, très bien, on a des métiers, l'évolution de ces métiers vont comme ça, en fait, il va falloir évoluer. Est-ce que finalement, le rôle de l'école, c'est pas de former à l'évolution, peut-être de travailler avec les élèves pour leur permettre d'acquérir une grande capacité d'adaptation? Peut-être, et puis leur faire prendre conscience aussi que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans la tech, sans l'informatique, sans cette intelligence artificielle de façon large. Intelligence artificielle, comme l'a dit Alexandre Geffen ce matin, c'est l'intelligence artificielle qui inclut le machine learning, qui inclut le deep learning, qui inclut ChatGPT. Donc, on est sur une grosse bulle, attention, et il va falloir faire avec ça. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. C'est ce que je disais ce matin, dans une conversation de ce matin, c'est qu'on a vu arriver 2000, où on a la période charnière, où on a vu arriver l'informatique dans nos foyers, alors un peu avant 2000 quand même. Mais moi, quand j'ai passé mon bac en 2000, j'avais pas ni l'informatique ni rien. Donc oui, il va falloir faire évoluer, il va falloir faire peut-être travailler de concert, faire comprendre aux jeunes que faire les deux, c'est pas mal aussi. Merci beaucoup, Laure Tabouy, pour cet échange très éclairant. Notre congrès touche à présent à sa fin. Je remercie chaleureusement le public. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi les membres de la commission congrès ainsi que notre réalisateur
Benoît Poisson, la société Triax Bordeaux qui a assuré la partie technique, accompagné d'Alban et de Pierre du Palais du Grand Large. Et sans plus tarder, je passe le relais à votre nouveau président. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Jérémy Torrezan. Alors, chers collègues, nous arrivons au terme de ce congrès et il appartient au nouveau président élu de le clore. J'en profite pour vous remercier pour vos votes, le conseil d'administration pour sa confiance. Cette élection marque une continuité. Le SNEL restera au service des établissements. Il soutiendra les collègues, y compris les plus fragiles qui, pour des problèmes financiers, n'arrivent pas toujours à payer leurs cotisations à jour, et restera très proche du terrain. Avec la nouvelle équipe, nous avons conscience des chantiers importants qui nous attendent et nous allons nous mettre tout de suite au travail. Alors un grand merci, un immense merci à tous les intervenants qui ont animé le congrès avec intelligence pour nous en exposer tous les contours. Merci à Denis Piron pour l'orchestration de l'animation de ce congrès. Merci à Philippe Delorme et les membres du SGEC présents, fidèles, pour justement leur présence régulière à nos assemblées. Un grand merci. Le prochain congrès sera celui des 100 ans. Il sera un petit peu particulier et je vous invite à retenir une date particulière puisque ce sera en mars 2025, les 13 et 14 mars. Alors, nous avons vécu un beau congrès grâce à la commission congrès menée par Sophie Martinez, grâce aux équipes techniques menées par Benoît Poisson, grâce à vous, venus nombreux, mais aussi grâce aux services nationaux qui font en sorte, autour de Céline Oumer, notre secrétaire générale, tout simplement que tout se passe bien pour nous tous. Alors, je vous propose donc, pour clôturer ce congrès, qu'ils me rejoignent sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Axel, Mathieu, Valérie, Marion, Chantal, Léa et Paul-Louis, un grand merci à vous tous. Notre congrès est maintenant clôturé. Et bon retour!